Chaque année en mars, Figma déverse une pluie de petites améliorations des plus futiles aux plus pratiques. Je vous partage mon top 10 des nouveautés bien utiles issues du cru 2023, mais aussi les 2 flops de l'année. La saison 6 de Parlons Design est sponsorisée par la KakatoS Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on review les Figma Little Big Updates 2023. Ils sont sortis, alors hier à la date où j'enregistre ce podcast, il y a une semaine à la date où vous l'écoutez. Pas de bol, c'est tombé juste après le dernier épisode, donc on va avoir une petite semaine de latence, mais ça m'a permis de pouvoir les tester un petit peu dans la matinée, de les analyser, de regarder ces 32 nouveautés. Donc en fait, c'est un peu un rituel chez Figma depuis quelques années. Ils sortent en mars un gros batch de petites améliorations. C'est pas des nouvelles features qui viennent révolutionner le tout, c'est des petites améliorations qui viennent soit nous simplifier la vie, soit nous rajouter des possibilités, soit venir corriger des choses qui étaient un petit peu pas bien foutues. Il y a eu notamment des petites corrections sur l'import des SVG qui avait quelques problèmes jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est une super bonne pratique qui en fait leur permet d'améliorer un petit peu, d'apporter tous ces quick wins qui pourraient être faits à n'importe quel moment, mais là en gros ils les batchent, ils font une mise à jour en mars où ils mettent tous ces petits quick wins, toutes ces choses qui vont améliorer l'expérience. Alors cette année il y en a 32, ça va de la frame Macintosh, vous pouvez afficher ce que vous designez directement dans un prototype Macintosh, pas hyper utile mais toujours fun, jusqu'à des améliorations du système de composants qui sont beaucoup plus pratiques au quotidien. Et donc je vous ai fait ma sélection. Ces 32 nouveautés, elles ont été annoncées durant une conférence que j'avais notée mais que j'ai complètement ratée, et dans un thread Twitter dont je vous mets le lien en description qui récap toutes les annonces avec une petite vidéo à chaque fois, c'est hyper bien foutu, vous pouvez la parcourir tout en écoutant ce podcast. Donc je vais vous partager mes 10 tops et les 2 flops, les 2 features que je vous recommande de faire attention, de pas trop les utiliser, on va voir pourquoi. Alors commençons tout de suite avec l'aspect positif. Côté créativité, il y a 2 nouveaux petits ajouts qui sont hyper intéressants. Le premier, c'est ce qu'ils appellent le On Canvas Preview. Quand on va passer notre souris au-dessus des différents effets de blending, donc les différents effets de fusion des calques, aujourd'hui il fallait cliquer dessus pour pouvoir voir à quoi ça ressemblait. Et ces effets de fusion, on n'est pas grand monde les maîtrise vraiment, et même en les comprenant comment ils fonctionnent, c'est pas évident de visualiser à quoi ça va ressembler. Et là, désormais, on va juste avoir à passer notre souris au-dessus et on va voir directement le rendu en temps réel. Donc hyper pratique pour mieux comprendre, mieux utiliser les effets de fusion. Très bon point. Toujours côté créativité, pour faire des choses un petit peu originales, maintenant Figma supporte les masques de luminance. Donc on va pouvoir utiliser un calque en échelle de gris, en noir et blanc, pour créer des masques. Donc on peut importer n'importe quelle image comme ça et dire utilise cette image-là, cette image de luminance comme un masque, et ça va masquer n'importe quoi, tout ce qu'on veut sur Figma. Donc hyper pratique aussi, c'est hyper simple à utiliser, et ça permet de faire des choses créativement hyper intéressantes qui peuvent très bien être appliquées en dev. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef là-dessus. Si vous voulez faire des sites un peu créatifs, des belles landing pages ou des choses comme ça, ces 2 features vous serviront très 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 probablement. On va pouvoir passer côté design system. Là j'ai relevé 3 nouvelles features hyper intéressantes. La première, c'est tout simplement quand on utilise une librairie partagée, donc ça se fait beaucoup en entreprise pour des design systems notamment. Quand un update de la librairie a été poussé, on pouvait l'accepter, et puis voilà, ça mettait à jour notre fichier, mais on n'avait pas trop de moyens de prévoir qu'est-ce que ça allait avoir comme effet. Aujourd'hui, ils ont intégré des reviews, donc quand on va avoir la même petite notif qu'avant de une mise à jour du design system est disponible, au lieu de pouvoir l'accepter directement, on va pouvoir dire je veux review, et ça va nous montrer tous les changements des composants côte à côte, comme ils ont fait si on utilise le système de branches. Donc voilà, ça permet de s'assurer que ça va pas tout péter notre design. Ça nous permet aussi de comprendre quelles sont les évolutions apportées par les gens qui ont modifié la librairie en question.
Donc c'est vraiment super. Et il y a aussi l'option de dire je veux update que ce composant pour le moment. Donc ça peut être utile dans des cas un petit peu particuliers. Mais voilà, c'est des petites améliorations qui sont tout à fait bienvenues pour avoir des meilleurs workflows. Au niveau composants, là aussi ils ont rajouté deux choses hyper intéressantes qui étaient en bêta depuis un petit moment, mais qui maintenant sont disponibles officiellement pour tous. Le fait d'avoir des instances préférées, donc si on a un composant qui a en enfant des composants, on pouvait déjà permettre de switcher très facilement ce sous-composant. Et bien désormais, en tant que créateur du composant, on va pouvoir dire, donc cet élément-là, on peut le swap avec d'autres éléments. Mais moi je recommande aux utilisateurs d'utiliser cela, cela et cela, et donc ça va les mettre en avant, et donc voilà, c'est ce qu'ils appellent Preferred Instance Swapping, donc voilà, dire tu peux switcher cette instance là, et on te recommande de le faire avec ça et ça en priorité. Donc hyper pratique, pareil en tant que Design System Manager, pour recommander des usages de certains composants. Et toujours pour pousser un petit peu plus loin, ils ont amélioré justement les nested instances, donc pareil quand on a un composant dans un composant, là on va pouvoir mettre à vue les propriétés du composant enfant directement dans le composant parent. Donc ça peut être utile notamment si vous avez une carte qui contient un bouton, en utilisant une instance du composant card, on va pouvoir exposer les propriétés du bouton pour permettre, par exemple, de changer l'icône sur ce bouton-là, ou des choses comme ça, directement. Donc c'est hyper intéressant, c'est très bien foutu et très pratique. Voilà, 3 petites améliorations côté librairie design system, hyper intéressant. Ils ont aussi rajouté des petites choses qui vont plus être de l'usage du quotidien, tout en restant un petit peu côté design system. On a l'alignement avec des enfants de composants. Jusqu'à aujourd'hui, c'était pas possible. Si on voulait aligner un élément extérieur avec un enfant de composant, on n'avait pas la possibilité de le faire. Désormais, ça fonctionne. Donc voilà, c'est un petit plus qu'on va prendre. Et d'autres améliorations. Il y a un truc avec lequel qui m'énervait beaucoup sur Figma, c'est quand on voulait coller une image dans un élément, ça overridait plein de propriétés. Là, désormais, on va pouvoir coller une image directement dans un calque de fil, et donc garder les autres fils comme ils étaient, garder les autres propriétés comme ils étaient, sans casser le reste des styles de calque. Voilà, on peut directement prendre un élément de fil et le copier, le coller ailleurs, sans avoir à copier tous les layers de fil, qui est d'ailleurs une spécificité de Figma assez intéressante. Mais voilà, maintenant on n'aura plus ce petit problème. Et beaucoup plus commun, je pense, dans les usages, désormais quand on est sur l'application, il me semble uniquement sur l'application, quand on va passer notre souris au-dessus des différents onglets, si on a plusieurs fichiers Figma ouverts en même temps, on va avoir une petite preview de la miniature du fichier ou de l'aperçu du fichier, et donc toujours pratique pour mieux se retrouver dans nos multiples fichiers Figma. Enfin, côté prototypage, il y a 2 features et elles, je les ai gardées pour la fin parce qu'elles sont vraiment excellentes, je pense. La première, c'est ce qu'ils appellent le sticky scrolling. Donc tout simplement, comme un comportement d'ailleurs qu'on pourrait avoir sur le web ou sur mobile, on peut dire que dans une liste, un composant va être sticky. C'est-à-dire que quand on va descendre dans la liste, il va rester en accroche, en haut, comme un header un petit peu, et dès qu'on va passer au prochain composant sticky, le prochain composant sticky va prendre sa place, etc. Et donc ça permet de faire des composants collants, si on le traduit directement, qui vont venir se coller au haut de l'écran, par exemple, pour afficher un header. Donc c'est hyper pratique, voilà. Quand on design des listes notamment, où on n'avait jamais la possibilité de prototyper ce type de comportement, désormais c'est possible nativement, donc c'est top. Et un dernier petit, voilà, ça va être le 10e d'ailleurs, dernière feature que moi j'ai adoré et qui vont nous faire gagner un temps de malade, c'est ce qu'ils appellent le multi-crate prototyping. On va pouvoir créer ou éditer plusieurs liens de prototype d'un seul coup. Donc c'était hyper pratique, notamment quand on avait beaucoup de liens, quand on commençait à avoir un prototype un petit peu complet et que on décidait de modifier la transition d'un écran à un autre, et qu'on devait le faire plusieurs fois à plusieurs endroits. C'était hyper compliqué. Désormais, on peut sélectionner plusieurs liens de prototypage et les faire évoluer en même temps. Donc un excellent gain de temps qu'on appréciera à chaque fois qu'on en aura besoin. C'était mon petit top 10, il en reste 22 autres que je vous laisserai découvrir, qui pour moi sont un petit peu moins intéressantes, mais il y en a 2 avant qu'on termine ce podcast dont j'aimerais vous parler parce que il faut s'en méfier. Elles paraissent hyper intéressantes de base, mais
elles ont des petits soucis à mon sens, c'est ce que j'ai appelé les flops. Alors, il y en a une qui s'appelle le leading trim. Notamment, on a un problème assez récurrent. Quand on va designer un bouton, qu'on va mettre un texte, qu'on veut le centrer dedans, en fonction de comment est gérée la police d'écriture, on peut avoir des marges qui sont pas top, c'est-à-dire une marge un peu trop haute au-dessus du texte et une marge un peu trop faible en dessous, et du coup ça va venir donner optiquement l'impression que c'est pas très bien centré notre texte dans le bouton. Et c'est normal parce que c'est vraiment pas centré à cause de ces marges autour du texte. Et donc avec le leading trim, ils vont juste aligner la hauteur de la boîte qui contient le texte entre le cap 8 et la baseline. Donc ça enlève ce problème de on a trop d'espace qui viennent se mettre autour du texte. Donc en soi ça vient corriger le problème côté design, c'est hyper cool. Sauf que côté développement, c'est tout à fait pas possible, on n'a pas du tout ce type d'option. Donc ça veut dire que si on utilise, nous en tant que designer, ce type d'option dans le design, quand les devs vont l'intégrer, ça va pas avoir le même rendu visuel, et donc on reviendra toujours au problème initial, voire pire, parce que vu qu'on l'aura pas géré côté design, il faudra le gérer dernière minute avec les développeurs, et on va créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc c'est une feature que je vous recommande vraiment pas d'utiliser, en tout cas à date, et je trouve ça dommage, parce qu'un des gros aspects quand même de Figma, c'est que il y a plein de rapprochements avec l'usage technique qu'on va pouvoir en faire derrière, ce qui simplifie énormément la collaboration avec les devs. Et là on fait un petit pas de côté là-dessus, et c'est un peu le hack magique du designer qui dit ah non, tout va bien, rien n'est cassé. Alors que clairement, si on utilise ce type de feature, on cache juste le problème jusqu'à ce qu'il réapparaisse en phase de développement. Et une deuxième, un petit peu dans la même direction, c'est ce qu'ils appellent le hanging punctuation. Notamment, on va pouvoir mettre les guillemets hors avant le début de la box de texte, pour que ça s'affiche bien, que ça s'aligne bien. Mais pareil, là, en termes de développement, ils ont pas ce type d'option directement. C'est faisable, mais c'est pas hyper pratique. Donc, je vous recommande pas trop non plus d'utiliser cette fonctionnalité, parce que pareil, le grand risque, ce qui est très probable, c'est que juste les devs n'auront pas cette option native, ils vont pas la mettre en place, et donc votre design sera tout beau, mais derrière ce sera pas comme ça, et donc mieux vaut penser une solution plus adaptée, réellement applicable, que utiliser un petit peu ces clics magiques, mais qui derrière se transformeront pas dans la version délivrée au client. Voilà. C'est juste un avis personnel, ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir ce que vous en pensez par rapport notamment à ces deux petits flops, et bien évidemment, quelles sont vos features préférées parmi les 32 annoncées. Si vous avez envie qu'on en discute, je suis dispo sur LinkedIn, le lien est dans la description, sur Twitter également. Ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir de vos messages, ça motive vachement à continuer le podcast. Si vous voulez continuer d'être toujours au courant des dernières actus design, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast, mais également à la newsletter Partage en Design, que je tiens depuis plusieurs années maintenant, dans lequel je sélectionne à la main les meilleurs articles design, les meilleures ressources sur lesquelles je tombe pour vous les partager. Vous pouvez vous y abonner sous forme de newsletter mail ou de flux RSS avec des outils comme Feedly, que je recommande à fond. Il y a des épisodes d'ailleurs dédiés qui en parlent de ça, de comment faire une bonne veille, je vous mettrai peut-être les liens pareil en description. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite review, cet épisode un peu plus détente que d'habitude, vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!